Le pape François a été élu le 13 mars 2013, soit il y a 11 ans. Et sans faire le bilan de son pontificat, l'actualité offre toujours l'occasion de s'interroger sur son style, son action, ses buts, de mieux le comprendre aussi, de constater qu'à bien des égards, il désarçonne les observateurs, qu'il nous oblige à sortir d'un certain confort intellectuel hérité de la longue tradition européenne, ce qui est plutôt bien... ou pas bien, peu importe, à vrai dire, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Récemment, Jorge Bergoglio s'est enquis de suggérer à l'Ukraine de hisser le drapeau blanc, parole très mal interprétée à Kiev, dont les autorités ont indiqué que le pays ne se rendrait jamais. Alors là aussi, c'est une façon de considérer les choses. Comment juger l'action du pape François sur ce terrain difficile ? Jean-Benoît Poul collabore au site Le Grand Continent, un site spécialisé sur l'actualité internationale. Il est normalien, agrégé d'histoire et spécialiste de l'actualité de l'Église. Bonjour Jean-Benoît Poul. Bonjour monsieur. Et vous aviez publié un article assez long sur le pape François intitulé « Le style populiste du pape François ». Ça remonte à l'année 2020, de ce que j'ai pu constater. Et vous disséquiez de manière très fine le positionnement du pape, je dois le reconnaître. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous êtes intéressé à ce personnage, en fait ? Parce que ce n'est pas forcément l'objet de votre recherche, puisque je crois que vous vous intéressez à la réforme catholique dans la noblesse de robe à Paris au XVIIe siècle, ce qui n'est pas vraiment le sujet de votre étude. Non, tout à fait. Je vous remercie de cette question. En fait, voilà, c'est tout simplement une commande du site Le Grand Continent, pour lequel j'ai la joie de collaborer. Mais je m'intéresse... Un mot sur ce site peut-être, parce que c'est un site bien sûr. attaché à une école intellectuelle. Oui, en fait, c'est à la fois un média en ligne, mais qui a développé récemment une revue papier, et, si vous voulez, un think tank spécialisé dans les relations internationales, la géopolitique et l'actualité européenne. Voilà, sa devise, c'est qu'il faut penser à l'échelle pertinente, et donc s'intéresser aux phénomènes internationaux, voire transnationaux. Et sont plutôt des normaliens. Des jeunes chercheurs qui cherchent à offrir en fait des tribunes à des intellectuels, à des universitaires, mais pas seulement, à créer aussi des liens avec le monde politique, qui ont plusieurs correspondants internationaux et qui ont même, ils sont récemment beaucoup développés. Ce sont des gens qui ont aussi des éditions internationales. Enfin, vous voyez, c'est à la fois ce côté think tank et médias en ligne. Ils ont interviewé l'année dernière, d'ailleurs, le président Macron, ce qui était pas mal, d'ailleurs, pour quelque chose qui avait commencé comme un simple séminaire d'élèves à la rue d'Ulm. Et donc vous êtes le monsieur Église. Oui, tout à fait. Je suis, on va dire, vaticaniste amateur à mes heures perdues, mais également, chercheur, alors plutôt, effectivement, sur l'histoire de l'Église à l'époque moderne. Je rappelle pour nos auditeurs que l'époque moderne, c'est avant l'époque contemporaine, donc avant même la Révolution française, entre le Moyen-Âge et la Révolution française. En fait, ce qui est bien avec l'Église catholique, quand on prend pour sujet de recherche, c'est que on s'intéresse au temps long, on s'intéresse beaucoup aux continuités, aux phénomènes, à des récurrences de certains phénomènes, aux racines aussi de certaines choses qui sont très anciennes. C'est quand même une institution qui a 2000 ans d'existence et, au fond, peu d'autres peuvent en dire autant. C'est un peu un mystère d'ailleurs, d'une certaine façon, qu'on ait réussi, je mets un « on » très vaste, qu'une institution comme ça ait réussi à perdurer dans l'histoire. Oui. Beaucoup de régimes qui se voulaient éternels ont capoté très vite. Tout à fait. Et pour revenir au sujet du pape François, l'Église catholique, c'est une institution en fait qui survit grâce à des réformes, survit et se renouvelle grâce à des réformes d'âge en âge. On peut penser à la réforme catholique du XVIe, XVIIe, mise en œuvre par le Concile de Trente. Plus récemment, on a eu évidemment, il y a plus de 50 ans maintenant, le Concile Vatican II. Et le pape François est lui-même vu, il est considéré par les médias ainsi, comme un grand réformateur. Un réformateur, ça a été peut-être le début de mon intérêt spécial pour lui, assez différent par sa formation, par sa carrure intellectuelle aussi, des pontifes qui ont précédé. Je veux dire, il y a une très grande continuité, même par-delà les grandes réformes de Vatican II, entre les figures de pape, je dirais presque du XXe siècle, 20e, et encore Benoît XVI est encore un homme du XXe siècle, avec le pape François, avec cet homme du Sud, avec ce jésuite, on est sur une figure vraiment totalement différente. On n'imagine pas, d'ailleurs, Jean-Benoît Poul, par exemple, alors je vais revenir à l'Ukraine, parce que j'ai commencé comme ça, mais ne serait-ce que sur la conception de la frontière
en Amérique du Sud, la notion de frontière, vous commencez par son parcours sud-américain, n'est pas du tout la même que la nôtre. Chez nous, la frontière est une sorte de garantie de la paix, alors que aux Amériques, c'est toujours quelque chose à repousser par rapport à un espace qui est à conquérir. C'est déjà très différent comme mentalité par rapport à la frontière. Ce qui suppose, ce qui explique en tout cas qu'on ait peut-être des malentendus sur les migrations, par exemple. En effet, au-delà même de la question de la frontière ou des migrations, le continent américain, a été bâti par des vagues migratoires successives. Et en Argentine, c'est tout à fait notable. C'est encore plus notable, je dirais, que pour les autres pays d'Amérique latine où le substrat autochtone est peut-être plus important. Le pape François, alors il est né lui-même en Argentine, mais il est le fils d'immigrants italiens. Et c'est déjà une première chose qu'on peut savoir pour lui. Il a été lui-même fils d'immigrés. Il y a, vous savez, dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, souviens-toi que tu as été un immigré ou un étranger au pays d'Égypte. Je pense que c'est une parole qui a dû résonner dans sa tête et qui éclaire, je pense, pas mal de ses appels actuels à faire bon accueil aux migrations. Même si la situation, je pense, à mon avis, en Europe est tout à fait différente. Pour le coup, il y a aussi un effort d'adaptation à faire. Alors, je vais être un peu corrosif. Certains diront sur l'immigration, certains milieux disent « il n'y comprend rien ». Et sur l'Ukraine, d'autres milieux vont dire « il n'y comprend rien non plus ». Oui, ce ne sont d'ailleurs pas forcément les mêmes. Il a ses opposants assez constants. Il y en a d'autres qui le critiquent sur certains points, tout en le reconnaissant comme pape, évidemment. Alors, sur l'Ukraine, son positionnement a pas mal heurté les opinions publiques occidentales et les chancelleries d'ailleurs du camp dans lequel la France s'inscrit qui aide l'Ukraine. Mais ce que je voudrais souligner, c'est la grande constante de son positionnement qui est en somme une sorte de pacifisme intégral, et c'est aussi quelqu'un qui est très attentif aux opinions publiques du Sud global. C'est quelqu'un, encore une fois, c'est un Argentin. Tout ne s'explique pas par son ancienne nationalité argentine, mais c'est un jésuite aussi attentif au temps long, attentif aussi aux risques réels d'enlisement de la guerre et aux vies humaines tuées. Moyennant quoi, c'est aussi, et c'est peut-être là des volets plus critiquables de son action, un pape, j'allais dire, disruptif, donc un pape qui ne craint pas de choquer, de provoquer, d'avoir parfois des propos à l'emporte-pièce, parce que c'est quelqu'un qui ne lit pas ses textes, les discours préparés par ses services, donc qui préfère parler à braccio, vous savez, donc qui se voit comme plus pasteur, plus chaleureux, d'avoir des propos à bâton rompu avec les gens. Et là, c'était typiquement, lorsqu'il a parlé de drapeau blanc à la radio-télévision suisse, c'était tout à fait... je pense, au-delà de ce qui était prévu qu'ils disent, puisque, si vous permettez de revenir là-dessus, le drapeau blanc, je pense, qui a choqué, c'est une grande ambiguïté, parce que ça peut signifier à la fois le drapeau blanc des négociations, des médiateurs, qui le brandissent, mais aussi, peut-être plus dans notre imaginaire, le drapeau blanc de la reddition, voire de la capitulation. Et là, l'Ukraine est évidemment montée sur ses grands chevaux en disant, mais il n'est pas question de hisser le drapeau blanc. Notre drapeau est jaune et bleu. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'a répondu l'Ukraine. Ce qui désigne bien sûr le drapeau ukrainien. On peut remarquer que c'est d'ailleurs les couleurs aussi du drapeau européen, du drapeau de l'Union européenne. Alors Jean-Benoît Poul, cette façon de communiquer, donc drapeau blanc, reddition d'un côté, et le pape François, si on le suit, parce que le Vatican a quand même essayé de préciser la pensée du pape en disant non, c'est pas reddition, c'est justement l'entrée en négociation, c'est la paix. Et vous dites que là, il a suivi depuis le début une ligne assez constante. Et c'est intéressant que vous rattachiez la chose à la position du Sud global, qui a peut-être derrière le pape François, qui se trouve peut-être derrière la position du pape François davantage. Oui, tout à fait. En fait, pour préciser les choses, le cardinal Parolin, donc secrétaire d'État du Saint-Siège, numéro 2 et diplomate en chef du pape François, si on veut, a donné hier une interview au Corriere della Sera où il expliquait, il recadrait les choses, et il expliquait que s'il y avait quelqu'un qui devait faire le premier pas pour les négociations, c'est en fait le Kremlin, c'est Poutine, ce sont les autorités russes.
effectivement, il a dissipé l'impression de malaise, j'allais dire, des propos du pape François, ou tenté de les dissiper du moins, parce que le problème, non seulement avec cette interview du pape François, mais son positionnement constant depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, c'est que même si ses pensées humanitaires sont d'abord pour l'Ukraine, puisque c'est le territoire sur lequel se déroule la guerre, il semble tout de même donner l'impression de renvoyer dos à dos agresseurs et agressés, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose... voilà, j'identifierais 3 facteurs à l'origine de ce positionnement. Le premier, je dirais, c'est le pacifisme intégral et la tradition de médiation, ce qu'on appelle les bons offices du Saint-Siège, qui a toujours été une puissance médiatrice entre divers belligérants. Le deuxième, vous la rappeliez vous-même, c'est cette attention au Sud global, à l'opinion publique des pays du Sud global, qui est très diverse, mais qui est globalement beaucoup moins pro-ukrainienne que les opinions publiques occidentales, qui dit en somme, ce n'est pas notre guerre, c'est une guerre qui provoque des problèmes, donc autant l'arrêter vite au prix de quelques concessions territoriales. Et le troisième facteur que je pense on peut identifier, c'est le renouveau au Vatican d'une tradition qu'on appelle, vous savez, l'ostpolitique, c'est-à-dire l'ouverture en direction des pays de l'Est, de l'Union soviétique, etc. Donc des régimes qui étaient dictatoriaux. Mais à l'époque de Casaroli. Exactement, à l'époque du secrétaire d'État de Jean-Paul II, Agostino Casaroli. En fait, ça a commencé même dès les années 70-71. Paul VI s'était lancé là-dedans, enfin surtout ses diplomates. Et ça s'est continué pendant la première partie du pontificat de Jean-Paul II, même si l'élection même de Jean-Paul II, un pape polonais qui savait à quoi s'en tenir avec les régimes communistes, a marqué un premier coup de frein sur, je dirais, une ostpolitique naïve, une ostpolitique de concession qui n'est plus suivie des faits. Les milieux pro-américains en France à l'époque, très marqués par la lutte frontale avec l'Union soviétique, étaient extrêmement réservés à l'égard de cette politique d'ouverture à l'Est et considéraient que c'était même un cache-nez de l'influence soviétique. Et d'ailleurs, le mot paix tel qu'il était utilisé sous la guerre froide, c'était vraiment un élément de langage soviétique. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'était effectivement un peu le prolongement dans les milieux religieux de ce qu'avait été la détente avec l'Ouest dans les milieux diplomatiques laïques. En revanche, en fait, avec l'effondrement du bloc soviétique, j'irais, cela a été perçu comme un triomphe de Jean-Paul II. Donc, l'ostpolitique n'avait plus vraiment lieu d'être. Après, je rappelle tout de même que parmi les 2 seuls États qui n'étaient pas représentés aux obsèques de Jean-Paul II, il y avait déjà la Russie de Poutine et la Chine. J'ai l'impression que pour Poutine, c'était c'était totalement hors de propos de venir aux obsèques d'un Polonais. Et après, sous Benoît XVI, alors on était évidemment sorti de toutes ces problématiques d'ostpolitique, mais les critiques du Vatican sous Benoît XVI disaient que sa diplomatie a été assez marginalisée. Si vous voulez, Benoît XVI n'était pas un homme de relations internationales, il n'y connaissait pas grand-chose, et il a sans doute fait confiance, à des hommes qui n'en étaient pas forcément dignes. Donc, de ce point de vue-là, l'élection du pape François s'est sans doute faite aussi sur la promesse d'un regain d'influence des diplomates de Curie, qu'on voit d'ailleurs avec le cardinal Parolin, qui est le pur produit des diplomates de Curie. Le cardinal Parolin, c'est tout à fait ce genre de personne. En revanche, peut-être ce que les cardinaux qui ont élu le pape François n'ont pas mesuré, c'est qu'il allait jouer aussi sa partition, et ce n'est pas un homme qu'on cadre facilement. Le pape François, il avait aussi ses mots à lui. C'est plutôt l'inverse, c'est lui qui cadre. Exactement. Il allait beaucoup plus loin sur certains sujets que ses propres diplomates, dont la communication est diplomatique. Avoir de l'info au Vatican, Jean-Benoît Poul, vous qui êtes chercheur, c'est facile ou pas? Comment s'informe-t-on sur le Vatican? En fait, je dirais ce qui fait le prix d'une information, etc., c'est tout simplement de multiplier et de croiser les sources. Alors j'aimerais bien avoir des contacts tout à fait informels pour vous balancer en off des infos tout à fait inédites. C'est pas encore mon cas, mais il s'agit tout simplement de s'informer en différentes langues, de suivre. Il y a pas mal de blogs spécialisés. Alors c'est vrai qu'il y en a
plus dans la sphère italienne ou anglo-saxonne. En France, j'ai l'impression que c'est surtout, voilà, à part les médias religieux, en fait. Oui. Il n'y a pas de cardinaux qui tiennent de blogs, par exemple. Est-ce qu'il y a des cardinaux de curie qui tiennent des blogs qui informent directement le public? Alors, il y en a eu, mais ils sont sous François, ça fait partie d'ailleurs de la reprise en main de François, ils sont soumis à une bien plus grande obligation de réserve. D'ailleurs, il y a eu même une circulaire, voici quelques mois, qui disait que tous les cardinaux résidant à Rome, déjà ceux qui n'étaient pas sur un siège titulaire d'un siège épiscopal, avaient obligation de résider à Rome. Donc on peut penser aux retraités, aux émérites, etc. Bon, ce qui est une vieille, encore une fois, une constante dans l'histoire de l'Église, mais ce n'est pas si vous voulez, le principal. Mais ils avaient obligation d'informer le Vatican, donc le pape lui-même, de leur déplacement à Rome et de savoir qui ils rencontraient, parce que le pape François craint beaucoup les ragots et les médisances. C'est quelqu'un qui déteste ça, qui a l'impression, c'est un homme de pouvoir très très autoritaire, comme vous savez, et il a l'impression que son pouvoir est sapé par cette ambiance très romaine, si vous voulez, de chuchotement et de cours. De cours, exactement. Mais je dirais là encore une fois, il a quand même aussi, à cause de ce gouvernement autoritaire, un peu provoqué le renforcement de ces phénomènes de cours qu'il stigmatise, parce que autrefois, j'allais dire, il y avait des canaux institutionnels, il y avait donc les diplomates du Saint-Siège, mais pas seulement, il y avait diverses instances, divers dicastères, comme on dit, du Saint-Siège, qui étaient puissants, et chacun avait ses réseaux, son réseau d'informateurs, et le pape François, le pape, faisait comme un bon vaticaniste, c'est-à-dire qu'il croisait ses sources, et après, il tranchait, il prenait des décisions. Avec la décision du pape François de ne pas résider au palais apostolique, mais à l'hôtellerie Sainte-Marthe, et en fait de se méfier des canaux institutionnels pour privilégier le contact personnel, on voit très bien où il veut en venir, c'est-à-dire il ne veut pas se laisser enfermer dans un palais, mais paradoxalement, ça donne beaucoup plus prise à des phénomènes de cour, c'est-à-dire à des courtisans qui vont flatter le pape, lui dire un peu parfois ce qu'il a envie d'entendre, que ce que cette communication institutionnelle et surtout ces réseaux d'information institutionnelle étaient aussi des garde-fous contre des phénomènes curieux. Et ça, sans doute que le pape François, qui était argentin, était au fond un des cardinaux qui connaissait le moins bien Rome à son élection. Il disait lui-même, il détestait se rendre à Rome pour ses obligations cardinalistes. Il rentrait le plus vite possible en Argentine, auprès de ses ouailles. Le pape François, donc, comment dire... Le pape François, en fait... il a sous-estimé le fait qu'il pouvait être présent, il pouvait être protégé par les institutions, et que ça l'a davantage exposé de ne pas tenir compte des rituels romains, ça l'a davantage exposé peut-être, et moins protégé que s'il avait suivi l'habitude institutionnelle. Tout à fait, c'est exactement ce que je dirais. Après, il y a aussi, si vous voulez, le pape contre la curie, c'est aussi... je pense qu'il y a eu des épisodes de tension, vous vous souvenez ces vœux de Noël où, au lieu de leur souhaiter un joyeux Noël, il avait fait le récit des maladies de la curie, les phases d'enterrement, etc. Donc, dont la médisance, je crois. Voilà, dont la médisance, effectivement, les ragots, ce qui est très mal. Mais en fait, le pape François n'est pas... s'est laissé un peu, à mon avis... dépassé, ou en tout cas n'a pas vu assez les effets pervers qu'une telle mise à l'écart peut donner. Parce que finalement, le récit du pape contre la curie, c'est quelque chose qui arrange aussi bien l'image du pape que la curie. Enfin, ça laisse au moins travailler la curie. Donc, moi, je pense, voilà, faut pas exagérer non plus. Il a des services, une partie de ces services sur lesquels il fait totalement confiance, dans lesquels il fait totalement confiance. Donc voilà, je pense aussi que nous ne savons pas tout, mais ce qu'on voit quand même, c'est que comme pas mal de nos dirigeants politiques actuellement, il y a une communication parfois un petit peu erratique, et après il y a un recadrage par les services curieux. Jean-Benoît Poul, l'Église catholique se trouve aujourd'hui dans une situation d'entre-deux, écrivez-vous, le risque de schisme formel, où l'on pourrait imaginer un parti conservateur reconnaissant Benoît XVI pour seul pape légitime, est une éventualité inenvisageable. Aucune des parties ne désire la rupture. Mais même si vous écrivez cela pour dire que ça n'est pas envisageable, vous estimez qu'il y a des tensions suffisamment fortes aujourd'hui à l'intérieur de l'Église de cette nature-là ?
Alors, j'écrivais cela évidemment avant la mort de Benoît XVI, qui a fait que voilà, qu'il n'y a plus de, j'allais dire, d'autorité de rechange. Enfin, il n'y en a jamais eu dans le catholicisme. Il n'y a qu'un seul pape. Il y a le cardinal Sarr aujourd'hui qui sert un petit peu de. Oui, mais le relais. veut-il vraiment? C'est la question. Je pense que le cardinal Sarah, effectivement, est un critique du pape François sur des points précis. Pour autant, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui se pense lui-même comme en opposition au pape François. En fait, il n'y a pas de... voilà, l'Église n'est pas une société parlementaire. Il n'y a pas une majorité et une opposition. Il y a... Alors, je vous dis la théorie, il y a aussi la pratique. Dans la pratique, évidemment, il y a des figures un peu marginalisées, hein, le cardinal Burke, le cardinal Müller, tout ça étaient des hiérarques très importants de l'Église sous Benoît XVI. On sent que sous François, il les apprécie beaucoup moins. Et voilà, ça, il faut pas nier que l'Église est aussi une société humaine et donc une société politique. Mais la grammaire pour analyser en fait ces choses n'est pas la même. La culture politique, elle est au fond encore un petit peu celle de l'époque moderne, c'est-à-dire qu'elle est unanimiste. C'est tout le monde derrière le pape François. Légaliste. Oui, et il faut... Il y a cette idée aussi que les décisions du magistère sont quand même prises par consultation large et par un certain consensus, qui n'est pas le consensus mondain, si vous voulez, mais qui est le consensus aussi à travers les siècles de la doctrine. Hein. La doctrine ne peut pas se contredire. Or, on a peut-être un peu l'impression aujourd'hui que cette gouvernance est plus solitaire et plus autoritaire. Le pape François parle beaucoup de collégialité et je pense qu'il veut sincèrement promouvoir la collégialité dans l'Église, mais finalement, il la pratique assez peu. C'est un grand paradoxe, c'est un tempérament, j'allais dire, une personnalité beaucoup plus autoritaire que Benoît XVI, qu'il était très peu, et que Jean-Paul II, qu'il était quand même déjà pas mal. Et donc, ça fait pas mal de paradoxes. En fait, on pourrait écrire, Jean-Benoît Poul, peut-être sera-ce l'un des objets de d'un prochain article, les paradoxes du pontificat du pape François, qu'on a esquissé à l'aune de l'actualité. Merci beaucoup, Jean-Benoît Poul. Je rappelle que vous êtes chercheur, que vous collaborez au Grand Continent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À bientôt.